Marseille en crise et on va se poser la question à qui est la faute, mais tout d'abord on va essayer de planter le décor de cette crise de l'Olympique de Marseille avec des chiffres. Alors après cette défaite contre le Stade Bressois 1-0, l'Olympique de Marseille est donc 9e de Ligue 1. Ils sont plutôt loin puisqu'ils sont à 9 points du podium, 6 points de retard sur la 6e place, 8 points d'avance sur la 16e place. Commence à être important forcément de regarder derrière. L'Olympique de Marseille a été éliminé en barrage de Ligue des Champions. Ils sont toujours qualifiés en Ligue Europa, ils sont en barrage pour passer en 8e de finale face à Donetsk. Ils ont fait 2-2 au match aller et ils sont éliminés de la Coupe de France. Ils ont perdu contre le Stade Rennais. À qui la faute? Voilà, l'actionnaire, le président, le directeur sportif, les joueurs, les supporters aussi qui ont été mis dans la nasse. À qui la faute cette situation de crise? On y va. Très bon. La faute à Jonathan Klaus, nous dit Mécali, c'est la mode en ce moment. Longoria-McCourt, le ticket Longoria-McCourt, pour quand même un chef-d'œuvre collectif. Oui, il faut vraiment oublier personne. Voilà, tout le monde. Bon, vous les supporters. Oui. C'est Pablo Longoria pour Swan, c'est Franck McCourt pour Ludo et c'est du Longoria. Longoria quand même visiblement remporte les suffrages. Quand vous dites collectif, juste Anthony, c'est quoi? On part du supporter jusqu'à McCourt, c'est ça? Oui, bien sûr, en passant aussi par Gattuso qui a quand même également ses responsabilités dans la situation actuelle, parce que quand il a repris le club, c'était très difficile. Il y avait eu le départ déjà de Marcelino après la fameuse réunion entre les supporters et les dirigeants, mais il n'a pas du tout réussi à redresser cette équipe. Et c'est quand même, à ma connaissance, je n'ai pas souvenir d'un entraîneur qui trouve une bonne formule, en l'occurrence le 3-5-2, qui gagne des matchs avec, et qui décide de s'en passer parce qu'il veut absolument jouer en 4-3-3, où il est confronté à chaque fois à une situation d'échec. Il a eu un entêtement dont il a été victime. On parlera de Gattuso tout à l'heure. Mais les joueurs ont aussi, enfin, quand j'étais au match hier, enfin, il n'y en a pas un qui évolue à son niveau supposé, ils ont forcément leur responsabilité. Mais le problème dans tout ça, c'est que comment ériger un état d'esprit collectif, comment faire en sorte que les joueurs soient concernés quand le modèle du club, qui est incarné par Pablo Longoria, et la revente perpétuelle. À l'OM, si vous êtes bon, on va vous vendre parce qu'il faut faire une plus-value. Si vous posez problème à un moment donné, comme Jonathan Klaus, on va vous vendre quand même. Si vous n'êtes pas bon, il faut partir. La réponse dans ce club, c'est toujours le départ et le mouvement permanent. Et je ne vois pas comment dans ce contexte on peut avoir une équipe, et c'est la faillite d'un modèle. Finalement, on arrive au bout des limites d'un fonctionnement qui est incarné par Longoria et qui est aussi maintenant incarné par Mehdi Benassia avec ses interventions absolument hallucinantes hier, à quelques minutes du coup d'envoi, où il s'en prend à un joueur qui, jusqu'à preuve du contraire, Jonathan Klaus, n'est pas le plus mauvais élément de l'OM et qui est même l'un des plus utilisés, et donc qui est à milieu de tout ce qu'on peut dire de lui de mal sur le club, et en plus des choses qui avaient déjà été dites. Donc quel est l'intérêt de redire des choses que le club a déjà dit? Donc vraiment, dans un moment délicat en plus. Oui, c'est une séquence en fait qui n'épargne personne. Je vois pas quelqu'un à l'OM qui peut se dire ces derniers mois, j'ai bien fait mon boulot. Les mouvements perpétuels que vous évoquiez, justement, on les a chiffrés depuis que Pablo Longoria est président. Donc en 2021-2022, premier été, 15 arrivées, 17 départs. 2022-2023, 23 arrivées, 23 départs. 2023-2024, 18 arrivées, 20 départs. Mouvement également au niveau des dirigeants, mouvement également au niveau des entraîneurs. Cette saison, regardez Igor Tudor qui quitte l'Olympique de Marseille le 30 juin. Marcelino est nommé le lendemain. Marcelino qui quitte l'OM le 20 septembre. Gattuso qui est nommé le 27 septembre. Ribalta qui quitte l'OM le 11 octobre. Benassia qui rejoint l'OM le 30 novembre, et puis Gattuso viré donc aujourd'hui. Quand vous dites Pablo Longoria, Swan, c'est à cause des mouvements là qu'on vient de voir, ces mouvements perpétuels donc vient d'énoncer Adrien, ou par rapport au choix qu'a fait Pablo Longoria? L'un va avec l'autre. Et ce qui me dérange tout particulièrement, je pense, c'est qu'on a souvent parlé de sa vision. C'est important quand on manage un club ou qu'on dirige un club d'avoir une vision à moyen terme. À long terme, c'est encore mieux, même si c'est difficile dans le football. Et ce qui m'ennuie avec Longoria et l'OM, c'est qu'il y a eu une régression extraordinaire. C'est-à-dire qu'au final, la relation entre les supporters, les observateurs et Pablo Longoria, qui a été un peu au début, pas un coup de foudre, mais il y a eu un petit engouement, parce qu'il y avait de la jeunesse, il y avait des idées, il y avait des tentatives de nouvelles choses. Et au final, aujourd'hui, c'est complètement délité, parce que l'OM, depuis quelques saisons maintenant, n'a cessé de... Vous vous rappelez qu'il passait après un président qui... était détesté. Voilà. Mais moi, pour le coup, je vais parler de foot et de terrain. Il y a eu une régression. Si on compare juste ce qui s'est passé avec l'OM de Tudor, qui avait ses défauts à lui, et ce qu'on voit cette année sur le terrain, vous vous dites, mais comment, quand tu diriges un club, tu peux passer de ça à ça en une saison? Alors, encore une fois, c'était pas incroyable non plus parfois avec Tudor, mais il se passait quelque chose. Tout le monde jouait beaucoup mieux. On avait l'impression que le club allait enfin quelque part. Oui, mais c'est Tudor qui est parti, c'est pas lui qui l'a mis dehors. Oui, mais c'est aussi le rôle d'un président d'arriver à mettre de la stabilité dans un club quand ça marche pas trop mal. Et ça, on a l'impression que ça n'arrivera jamais. Alors vous tapez un peu plus haut, Ludo. Vous dites c'est Franck McCourt, l'ultra responsable de la situation actuelle de l'Olympique de Marseille. C'est le boss, non?
jusqu'à preuve du contraire. Tous les gens qu'on a cités, ce ne sont que des exécutants. Donc ça veut dire que Franck McCourt les a nommés, les a mis en place, leur a laissé carte blanche. A priori, il a nommé Pablo Longoria. Et après, Pablo Longoria a nommé les autres en dessous. Il y a quand même beaucoup de preuves du donc contraire. celui qui nomme Pablo Longoria, c'est lui peut-être qui est aussi responsable. Je pense qu'il n'a pas mesuré la responsabilité ce qu'est un club comme l'Olympique de Marseille. On n'achète pas qu'une marque, on achète une région, on achète un public, on achète plein de choses. Lorsqu'on achète l'Olympique de Marseille, je crois qu'il s'est trompé. Et notamment, rappelez-vous, le fameux Champions Project où on prévoyait de gagner la Ligue des Champions en 3 ans ou en 2 ans, je ne sais plus. Mais ce qui s'est passé, quand on refait un petit peu le sens de l'histoire, en fait, il s'est vite rendu compte que finalement, ce pourquoi il était venu, c'est-à-dire du sport, mais aussi peut-être un parc immobilier ou des choses parallèles à pouvoir faire à côté, se sont vite évanouis ou partis en fumée, et que depuis tout cela, il a arrêté de mettre la main au portefeuille. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si Marseille ne progresse pas, c'est pas. Et si Longoria est obligé de jouer comme ça, je dis pas que c'est bien, hein, je dis pas que c'est bien, mais sans argent, tu es obligé de trouver des combines. Des prêts avec option d'achat et revendre et repartir. Des frais quand même, machin. Des dettes. Hein. Donc pour moi, l'investisseur, il est responsable de A à Z. C'est lui qui a fourni les gens, c'est lui qui n'est pas là. C'est-à-dire que c'est lui qui, à un moment donné, quand toute la presse met au défi, et les supporters mettent au défi Pablo Longoria sur le fait que sur ces nombreux échanges, on évoquerait peut-être la possibilité qu'il est, peut-être qu'il est. Et là, Franck McCourt demande un audit au niveau du club. Un audit au bout de 3 ans. Donc ça veut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe dans son club. Ça veut dire que les gens qui travaillent là-bas ont carte blanche. Et quand vous êtes le boss, vous êtes censé être le boss, et c'est votre faute et c'est votre responsabilité. Donc pour moi, c'est McCourt le principal responsable. Je rejoins les deux là-dessus, sur McCourt évidemment. Moi, je ne parlais que du sportif. Sur le sportif, il nomme derrière un président délégué qui est Pablo Longoria, qui lui fait le choix des hommes. Donc c'est en cascade évidemment McCourt qui a nommé Longoria qui a nommé Marcelinho en début de saison. Là où Longoria a un peu enfumé la presse, je trouve, c'est dans l'approche qu'il a eue en présentation de Marcelinho en début de saison, le projet de jeu, je veux aller loin avec lui, c'est un super entraîneur, je le connais, pour prendre la succession d'un entraîneur aussi charismatique que Tudor et encore plus charismatique peut-être qui était Sampaoli. Donc je trouve que dans le choix des hommes, Longoria s'est énormément trompé. Et quand il y a eu la fameuse histoire dans le fameux local à Marseille entre Longoria et quelques supporters de l'OM, Longoria voulait partir, très clairement. Et aujourd'hui, la faute de Longoria, je trouve, c'est de ne... Si tu restes, assume. Et pendant pas mal de mois, il a été absent, Pablo Longoria. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Il revient un peu là, ces derniers temps parce que le club est vraiment en difficulté. On l'entend un peu plus, mais il a envie de partir. Il n'a plus envie d'être là. Toute sa garde rapprochée part semaine après semaine. Donc la vraie rupture, elle est là pour vous, cette fameuse réunion avec les supporters qui marque le point de rupture. Il y a une rupture, mais très clairement. Et derrière, Anthony a travaillé sur le sujet. Derrière, Marseille n'a jamais réussi à se relever de cette fameuse rupture-là. Et je trouve qu'effectivement, McCourt aurait dû trancher dans le vif, soit écarter Longoria à ce moment-là et mettre quelqu'un à la place pour qu'il y ait une vraie direction sportive et qu'on prenne derrière un entraîneur. Là, il y a eu panic buy, c'est-à-dire qu'ils ont pris Gattuso parce qu'il y avait Gattuso, on rappelle, c'était le choix de l'Olympique Lyonnais à un moment donné, puis ils se sont tournés vers Fabio Grosso. L'OM a récupéré un second choix finalement de l'OL en tant qu'entraîneur. Donc l'OM a perdu 6-7 mois comme ça à cause de McCourt et de Longoria qui n'ont pas pris leurs responsabilités chacun à son poste. Alors, je rappelle, voilà, et on aura l'occasion d'en reparler, on parlera de Gattuso tout à l'heure. Anthony, vous avez tout à l'heure évoqué le cas Jonathan Klaus, Camille, qui a joué avec, mais c'est vrai que c'est aussi une des actualités en sous-texte de ce qui s'est passé ce week-end. Oui, on est toujours épaté avec l'OM et le timing. On pensait le dossier Jonathan Klaus refermé, eh bien pas du tout. Dans une interview donnée aux confrères de Canal+, juste avant la rencontre, Mehdi Benatia a pointé du doigt le comportement de son joueur. Je suis arrivé au mois de novembre, on m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui dans l'attitude en tant que leader international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ça ne l'était pas. Et double lame puisqu'en parallèle, en avant-match, alors que l'international français s'échauffe juste derrière lui sur la pelouse de Brest, il en remet une couche chez nos confrères de Prime Video. On n'a pas voulu le sortir pour le sortir. On a bien noté que depuis quelques mois,
il ne jouait pas à son niveau. On a surtout noté des problèmes comportementaux avec le coach. Il faut savoir qu'il a été reçu plusieurs fois dans les bureaux. On n'a pas décidé un matin de sortir un international français, un des meilleurs joueurs de l'équipe. Donc bim, bim et encore bim. En exemple, Benatia cite aussi l'exemple du match de Monaco où Jonathan Klaus avait demandé à sortir fin janvier sans blessure véritable après examen, de quoi contrarier tous les dirigeants marseillais qui comptaient sur lui. Le conseiller sportif de l'OM a aussi ajouté que depuis cet épisode, ça allait un petit peu mieux, c'était en amélioration. Mais alors, grosse interrogation sur le timing de ces nouvelles sorties hier, alors que l'OM était déjà dans une situation bancale avant le match de Brest. D'ailleurs, je vous propose d'aller aussi sur le site de l'équipe, un très beau papier, un papier très intéressant de Sacha Nokovic sur les dessous de ces deux interviews données par Mehdi Benatia. Et puis un communiqué qui vient tomber de l'UNFP qui dénonce justement la ligne tenue par le club de Marseille et Mehdi Benatia. En s'attaquant bassement à l'un des salariés du club, le défenseur international Jonathan Klaus, le conseiller sportif de l'OM Mehdi Benatia a franchi la ligne rouge, celle du harcèlement qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner sur lui tous les mots. Ce harcèlement que l'UNFP dénonce jusqu'à avoir porté plainte contre X le mois dernier, car en plus de manquer d'un minimum de respect envers l'homme, on met ici en doute toute la conscience professionnelle d'un joueur qui serait même capable de simuler une blessure. Ça va trop loin selon l'UNFP. Très bien. Et vous pouvez me refaire le bim et bim? Vous faites très bien. Bim, bim, bim. Bah oui. Bim, en tout cas, là, ça prend une autre ampleur en plus maintenant, cette affaire-là. Comme si on en avait besoin, Anthony. On rajoute encore une nouvelle couche à la crise de l'Olympique de Marseille. C'est assez hallucinant, cette histoire. Tout est hallucinant et le timing aussi, parce qu'il faut quand même se rappeler que le match d'hier pour l'OM, il était capital. Ouais. C'était le match qui devait leur permettre de Vous avez bien pouvoir rendu compte à encore, l'attitude des joueurs, d'ailleurs. croire à un avenir européen et surtout la séquence était terminée. Donc je ne comprends pas, même avec 24 heures de recul, quel peut être l'intérêt de cette sortie dans la mesure où ce dont il a parlé, Pablo Longoria l'avait dit, il l'avait aussi dit en on comme en off, et donc ce message-là a été passé. Et ils en étaient plutôt eux-mêmes étaient passés à l'autre stade puisque Longoria avait dit maintenant on discute d'une prolongation. Mais comment vous voulez discuter d'une prolongation dans ce contexte? Et si vous voulez vendre le joueur, pourquoi le dévaloriser en disant qu'il avait un mauvais comportement? Donc que ce soit rester au club ou le vendre, je ne comprends pas. Je m'adresse aux joueurs, Ludo, même si c'est il y a très longtemps, mais quand même, je rappelle que vous avez joué. Il y a Karim aussi. Et Karim aussi, c'est vrai. Posez-moi la question juste après. Karim surtout d'ailleurs. Ça vous est peut-être pas arrivé, parce qu'évidemment, vous étiez si, ça vous est arrivé de vous faire comme ça un peu tacler par Non, vos dirigeants? pas de cette manière-là, mais être en conflit avec un club, c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Jonathan et je ne sais pas si on aura vraiment les tenants et les aboutissants de cette affaire, mais ça apparaît d'être un règlement de compte personnel. Dire quand tu insistes comme ça à ce point. Là, quand la Ligue parle de harcèlement, oui, pour vous, ça représente une forme d'harcèlement pour un joueur d'être visé comme ça? Là, il s'attaque. Ils l'ont fait globalement. Il le fait avec son émission sur Canal, avec Samir Nasri, et il le refait chez Amazon. Ouais. Ça fait, enfin, je veux dire, on avait compris le message, le fait de le répéter comme ça plusieurs fois. Mais justement, on ne comprend pas le message. Moi, je ne comprends pas l'intérêt de faire ça en public. Un peu comme Anthony. Moi, je ne comprends pas, si ce n'est être dans une vengeance un peu personnelle, quel est l'intérêt pour le club? Il est censé représenter les intérêts de l'Olympique de Marseille. Vous allez me dire, il tape du poing sur la table, il marque son territoire, il montre que... Quel est l'intérêt en plus la valeur marchande de Klaus? Mais le joueur, moi je me mets à la place de Jonathan Klaus, vous joueur, comment vous? Là c'est chaud. Là, c'est chaud parce que là, vous attaquez l'homme, et le joueur et l'homme, parce qu'il est en train de nous dire qu'il a triché contre Monaco, qu'il avait mal, mais qu'il aurait pu continuer à jouer. Alors que c'est l'un de ceux qui a le plus joué cette saison, pour le rappeler. Donc il triche avec le groupe, donc il le met en porte-à-faux par rapport au reste du vestiaire. Jonathan Klaus, il est obligé de réagir. Donc ça va faire encore une histoire, parce que Jonathan Klaus, il ne peut pas laisser dire des choses comme ça sur lui si ce n'est pas vrai. Il a quand même été à Lens, il est sélectionné par Didier Deschamps. Pas eu des échos monstrueux à son niveau sur le comportement de Jonathan Klaus. C'était quelque chose qu'il fallait régler en interne. Si vraiment il était en dessous de ci, en dessous de ça, fallait le sanctionner sportivement. Tu vas faire 2 semaines avec la CFA, tu prends une amende peut-être sur un bonus de... Ouais, mais... Ils ont tous des primes de bonus de fidélité, là, où je sais pas quoi, là, comment ils appellent ça, là, les...
Ça n'existait Éthique. pas. D'éthique, nous, ça n'existait pas à notre époque, mais Parce que tu ne l'étais pas. C'est dommage. Mais fais-le intelligemment. Il n'était pas con. Là, il met le feu aux poudres. Et tu viens Mais mettre un zoom le- aussi sur les performances, c'est-à-dire que Klose, Ouais. il fait un C'est bon pas- truc contre le c'est pas le Shakhtar, pire joueur de il se l'Olympique trouve de contre le Marseille. Shakhtar dans la foulée, Ouais. et tout de suite tu vas te dire c'est parce que alors que voilà, ça arrive. Non, puis Benassia dit qu'il faut serrer les dents parce que justement ils avaient beaucoup d'absents. Mais s'ils avaient beaucoup d'absents, c'est parce que l'effectif était mal construit, c'est aussi la faute des dirigeants. Et il y a des joueurs qui ont serré les dents. Par exemple, Jordan Vertou. Et Jordan Vertou, il est absent depuis 3 semaines. Il n'arrive pas à revenir parce qu'il s'est blessé à force de trop jouer en janvier parce qu'il n'y avait personne. Donc c'est aussi ça le reflet du manque d'anticipation sur la situation en janvier. Au-delà de ça, de la méthode Pour et le finir, vocabulaire, c'était l'homme de communication, qui est Karim Benani, peut-être a une autre lecture à nous donner. Ou vous êtes, vous aussi, vous n'arrivez pas à Je ne peux comprendre pas la vous lecture. contredire sur la présentation que vous faites de moi. Non, moi je suis très étonné. Honnêtement, j'ai rarement vu cela. Ah, voilà. Pour en plus connaître, on connaît à peu près le communicant qui est Mehdi Benassia, qui a été consultant sur d'autres chaînes lors de la Coupe du Monde l'an dernier. Je ne pensais pas capable de livrer comme ça son joueur devant la presse. Et moi, je pars du principe que cette expression un peu courante dans le foot, qu'il faut laver son linge en famille, son linge sale en famille, et de la vie, tout simplement. Mais là, le faire ça, vous dévaluez Jonathan Klaus, vous tirez une balle dans le pied parce que vous ajoutez un problème supplémentaire. Les instances se saisissent du dossier. Franchement, vous en sortez plus, sachant que l'homme est dans une situation sportive catastrophique. Donc, Après, ils moi- ont bien fait diversion aujourd'hui. Ok. oui, Ça va, effectivement, c'est vrai. Allez,